Nous en avons terminé avec les interventions. J'ai reçu de Monsieur Jean-Louis Borloo et des membres du groupe Union des démocrates et indépendants une motion de rejet préalable déposée en application de l'article 91, alinéa 5 du règlement. La parole est à Monsieur Arnaud Richard. Bonsoir. Madame la présidente, merci. Madame la ministre, pardon, Monsieur le ministre, Madame la présidente de la commission des affaires sociales, Monsieur le rapporteur général, Madame, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, Mesdames, Messieurs. Dans la batterie des procédures de débat parlementaire, la motion de rejet préalable est particulière. Particulière parce qu'elle renvoie à ce qui fait concrètement de notre régime politique un régime parlementaire. Et un régime parlementaire, mes chers collègues, c'est d'abord, du moins théoriquement, la primauté donnée à la discussion au Parlement, à toutes les étapes qui le rendent possible, aussi essentielles les unes que les autres, qui permettent une élaboration de la loi sérieuse, sereine et progressive. Bien sûr, un projet de loi de financement de la sécurité sociale n'a pas le retentissement symbolique d'une loi sur la souveraineté nationale, il n'évoque pas un projet de civilisation, il ne porte pas obligatoirement à des envolées lyriques dans l'hémicycle, mais le PLFSS touche les Français, tous les Français, à un titre ou à un autre. Et il les touche dans le premier et le plus fondamental de leurs droits, la santé et l'intégrité physique, à chaque étape de leur vie, du plus tendre au plus grand âge, dans toutes les situations, de la famille à la solitude, de l'espace public au lieu de travail. Voilà donc, au fond, un texte, mes chers collègues, qui appelle plus que tout autre, certainement, une attention particulière des parlementaires. Et c'est certainement parce que ce texte touche une immense quantité d'hommes et de femmes, mais aussi l'ensemble des opérateurs publics et privés de notre système de sécurité sociale, qu'il est plus complexe que les autres, moins accessible, il faut le dire, au plus grand nombre, alors que, paradoxalement, il concerne tout le monde. C'est aussi parce que les contraintes financières sont lourdes et les nécessités du temps incontournables que dans le brouhaha très lointain et indistinct du Parlement pour bon nombre de nos compatriotes doit émerger, à notre sens, un sens et même une sorte d'évidence. C'est pourquoi notre obligation, notre rôle de vigie de la République doit ici, sur ce texte complexe, être décuplé. Nous sommes là au-delà de la technique et du juridique, nous sommes face à une obligation morale et je crois, mes chers collègues, que nous serons tous d'accord sur ce point. Mais nous sommes là avant tout sur notre devoir constitutionnel, prolongé par l'article 91, alinéa 5 de notre règlement. Et donc, mes chers collègues, je vais vous demander d'adopter cette motion de rejet préalable pour 3 raisons cumulatives. Attendez, mes chers collègues. La plus fondamentale, c'est le temps tronqué et les supports absents pour le débat. Faute de travail et de débat préalable, ce texte s'inscrit dans la morne continuité, malheureusement, l'alourdissement de la charge fiscale et l'absence persistante de réformes structurantes de notre système de sécurité sociale. Madame, Monsieur le ministre, au fond, vous initiez avec ce texte une nouvelle règle parlementaire, celle de l'entonnoir inversé. Chacun ici connaît la règle de l'entonnoir qui prévaut sur un certain nombre de dispositions réglementaires de l'Assemblée et qui consiste à dire que devant chaque chambre, le débat se restreint au fur et à mesure des lectures successives d'un texte. Eh bien, vous, avec ce gouvernement, vous commencez par restreindre de fait la capacité du Parlement à s'exprimer. L'histoire, mes chers collègues, commence il y a une quinzaine de jours en commission, à l'initiative de la présidente, avec l'audition des ministres. Il est en effet de coutume que nous auditionnons l'ensemble des membres du gouvernement concernés par ce PLFSS. Premier couac, du fait de l'ordre du jour, de vos agendas, Madame, Messieurs les ministres, cette audition a lieu à l'heure du déjeuner, alors que nous devions être présents en séance à 15 heures et que la vieille au soir, un certain nombre d'entre vous, mes chers collègues, souvent commissaires de la Commission des affaires sociales, travaillaient sur le texte relatif aux retraites. S'il vous plaît, laissez parler l'orateur. Merci. Bref, merci Madame la Présidente. Le débat était d'emblée pris dans un étau. Et comme il nous fallait, Monsieur Paul, entendre 5 ministres, 6 rapporteurs et l'ensemble des groupes politiques, eh bien l'ensemble des autres députés présents ont été pour la première fois privés de parole. Certaines questions, d'ailleurs, mes chers collègues, sont passées à la trappe des réponses des ministres. Autant d'éléments de moins
pour nourrir nos travaux ultérieurs. En somme, entre les dents de l'étau, il n'est pas resté grand-chose. Second couac, cette première discussion s'est déroulée, je crois que c'est la première fois depuis que le PLFSS existe, sans le texte. Nous étions mercredi 9 octobre, la veille d'ailleurs, j'en parlerai à l'instant, de la date butoir du 10 octobre inscrit dans la LOLF, et le texte ne nous a été transmis que le 11 octobre. Amendement à déposer le lundi suivant. Et donc nous pouvons tenter d'être clairvoyants, mais admettez que nous avons du mal à être extra-lucides, quelles que soient les qualités du président Accoyer. Bref, nous avions des devoirs de week-end, un texte somme toute assez complexe, avec 69 articles, Madame la Présidente, représentant un budget de près de 500 milliards d'euros, à examiner en 2 jours dans notre circonscription. Nous sommes vraiment là dans la désinvolture la plus absolue du travail parlementaire. Certes, le gouvernement nous a offert des viennoiseries en commission, et qu'il en soit remercié, mais je crois que ce régime un peu gras pour des parlementaires qui doivent tenir la ligne budgétaire de notre système de sécurité sociale est bien loin d'être le compte. Par contre, je dois à ce stade féliciter la présidente Catherine Lemorton, qui a été courageuse comme souvent, en sa qualité de présidente réélue de la Commission des affaires sociales. Elle s'inquiète là. Et donc je vais même aller jusqu'à la citer, parce que j'ai relu ses propos. Il est difficilement acceptable que les ministres ne répondent pas ou peu aux questionnaires budgétaires qui leur ont été adressés par les rapporteurs au mois de juillet. Nous étions le 9 octobre de mémoire, mes chers collègues, la date butoir était le 10, et la présidente nous dit que M. Paul, sur la branche maladie, n'a reçu que 25% des réponses des questionnaires budgétaires. Je ne vois pas comment, M. Paul, quelle que soit avec qualité, vous avez pu ainsi écrire votre rapport. Pour ce qui est des taux de réponse sur les recettes, nous étions à cette date à 55%. Attendez, mes chers collègues, laissez parler l'orateur. Sur un point qu'a évoqué la présidente tout à l'heure, et elle a tout à fait raison, puisqu'elle disait la même chose quand elle était dans l'opposition. Donc elle a le mérite de la constance. Sur le rapport des franchises annuelles, nous l'avons tous découvert, je crois, dans notre courrier aujourd'hui. Rapport que vous n'avez cessé de réclamer quand vous étiez dans l'opposition et qui devait parvenir au Parlement le 30 septembre, Madame la Présidente. Bref, mais je suis d'accord avec vous, Madame la Présidente. Bref, ces dysfonctionnements majeurs ont gravement perturbé notre travail parlementaire et chacun d'entre nous, en s'armant, Monsieur Paul, d'un peu de bonne foi, ce dont je suis certain que vous êtes capable de faire, ne peut qu'en convenir. Et je redirai une nouvelle fois que la présidente a été courageuse. Permettez-moi de vous dire, en ces temps difficiles, que si la gauche faisait une fois gagner le Parlement face à l'exécutif, elle serait peut-être de nouveau reconnue par certains de ses électeurs historiques. Et permettez-moi de vous dire, mais ça ne nous regarde pas, que vous pourrez peut-être sauver durablement votre majorité en niant les différentes forces qu'elle comporte. Et donc, mes chers collègues, je m'adresse surtout à ceux de la majorité ou de ce qu'il en reste, soyez des démocrates simplement exigeants. Je ne vous demande même pas de l'audace vis-à-vis de ce texte en votant cette motion. Je vous demande de créer un précédent dont demain vous pourrez être fiers. Je vous demande d'admettre une évidence qui suffit à elle seule à reporter l'examen de ce texte important. Sinon, acceptez définitivement de n'avoir pas la considération de vos électeurs, mais vous savez alors à quel mal insidieux vous laissez grandir dans l'esprit public. J'espère au moins que vous faites cela, non pas pour l'esprit des lois, mais pour l'esprit des clans. Et au cas où cela ne suffirait pas, peut-être faut-il ajouter que la procédure n'existe que pour donner du sens à l'action parlementaire. Et vous avez fait une procédure, Madame, Monsieur le Ministre, réduite aux acquêts. Et c'est tout simplement un texte qui ne bénéficiera pas de l'enrichissement du débat parlementaire. Vous insistez, Monsieur le Ministre, encore hier, sur votre choix résolu, cet après-midi, de redresser les comptes sociaux. Et nous approuvons cette démarche, mais si le temps nécessaire et les informations utiles nous avaient été donnés, nous vous aurions incité, et sans doute beaucoup de nos collègues socialistes aussi, à procéder autrement. La vérité, c'est que ce texte visant le financement de la sécurité sociale n'a jamais suivi, mes chers collègues, une pente fiscale aussi abrupte. Le président de la République et le gouvernement avaient promis aux Français de ne pas alourdir les impôts et les charges sociales des ménages.
Or, en proposant une refonte des prélèvements sociaux sur les produits de placement, qui porte notamment sur l'épargne logement, avec l'article 8 de ce PLFSS, le gouvernement se contredit dans cet engagement. Non seulement c'est une mesure politiquement inacceptable pour les Français, mais elle est aussi socialement insupportable pour les classes moyennes dont les revenus n'ont cessé de diminuer et qui tentent par quelques économies de se prémunir des accidents de la vie ou simplement d'assurer l'essentiel en vue de leur retraite ou même encore de prévoir pour leurs enfants et leurs petits-enfants. Car les plans épargne logement, les plans épargne action ou les contrats d'assurance vie sont des placements de nombreuses familles modestes. De plus, cette modification du régime fiscal des contrats déjà signés, même si vous avez eu l'habileté de le présenter différemment dans votre propos tout à l'heure, Monsieur le Ministre, est une rupture de confiance qui va inéluctablement conduire nombre de nos compatriotes à se détourner des placements en question. Enfin, alors que le secteur du logement rencontre de nombreux problèmes, nous débattions ici encore il y a quelques semaines, cet article 8 emporte de nombreux risques pour ce secteur terriblement malmené par les choix fiscaux qui ont été ceux de ce gouvernement. Il est à croire que vous n'avez toujours pas compris l'importance du secteur logement dans notre économie. Autre exemple de cette volée fiscale que vous infligez à toute allure, Madame la Ministre, aux Français. C'est l'article 9 qui frappe les exploitations agricoles. Plus de 168 millions d'euros vont être ponctionnés aux agriculteurs. Là où le président de la République avait prévu la solidarité nationale, vous avez fait le choix de la taxation en faisant entrer dans l'assiette des cotisations sociales des revenus du capital qui ne sont pas liés à l'activité. Bref, au regard de la grande disparité de l'évolution des revenus agricoles, tant en termes de filière que sur le plan individuel, cette disposition entraîne un alourdissement incontestable des charges. Cela a d'ailleurs été dit par un de nos collègues, c'est du jamais vu depuis 1945. Rassurez-vous, mes chers collègues, je ne vais pas citer tous les articles du projet de loi, mais avec l'article 10, vous créez une cotisation vieillesse assise sur la totalité des revenus des indépendants, sur laquelle sera appliquée la hausse décidée par les réformes des retraites. Déjà l'année dernière, le gouvernement avait procédé à une augmentation des cotisations sociales du régime social des indépendants. Dans un contexte économique difficile, vous auriez été mieux inspiré de soutenir au contraire les PME et les très petites entreprises. Malheureusement, vous faites le contraire, faute de dialogue, d'analyse ouverte. Permettez-moi de vous dire que c'est inacceptable dans les conditions particulières des débats de ce projet de loi. Nous souhaitons, nous, à l'inverse, au groupe UDI, rétablir la possibilité pour les particuliers employeurs d'opter pour le régime de la déclaration au forfait des travailleurs à domicile, supprimé par le projet de loi de finances pour 2013. Car vous n'ignorez pas, mes chers collègues, que la suppression de cette possibilité a provoqué un repli de 4,4% de l'emploi salarié à domicile au premier trimestre 2013 et le développement du travail clandestin. Entre le premier trimestre 2012, Monsieur Bapt, et le premier trimestre 2013, le volume horaire déclaré a chuté de près de 8%. Je citerai enfin l'article 56 qui modifie les conditions d'attribution de l'allocation de base de la PAJE. Son montant sera désormais divisé par 2 pour 12% des ménages éligibles à la PAJE, soit 280 000 familles. Cette mesure s'ajoute à la baisse du quotient familial, à la diminution du complément de libre choix d'activité et à la possible ou suppression de la réduction d'impôt pour les frais de scolarité. Vous confondez tout et en pensant vous attaquer à la citadelle de la famille, vous agressez encore une fois les classes moyennes. En mobilisant les prélèvements, une formule que je trouve assez habile, vous fiscalisez la politique familiale qui fait pourtant de notre pays un des plus dynamiques démographiquement. C'est, à notre sens, une lourde erreur pour son avenir. Au fond, vous restez arc-boutés sur les mêmes méthodes vexatoires de taxation au prix d'une casse économique et sociale insupportable. Et la seule porte ouverte que vous avez accordée au Parlement, c'est encore, Monsieur Bapt, celle de l'aggravation fiscale par la voie d'un de vos amendements, revenant une nouvelle année, sur le projet de taxation des boissons énergisantes qui avait déjà été recalé l'an dernier, me souvient-il, par le Conseil constitutionnel. Amendement d'ailleurs d'autant plus contestable que sous couvert d'un débat pour la santé publique, il vise en réalité la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Heureusement, Monsieur Bapt, la porte du gouvernement s'est finalement refermée derrière vous et nous avons échappé à toutes les propositions de nos collègues écolos pour la taxation d'une taxe additionnelle sur l'huile de palme ou sur les moteurs diesel ou encore sur les retraites chapeau, alors que la loi de finances rectificative pour 2012 avait déjà permis un doublement de la cotisation employeur.
Seconde grande carence de cette discussion parlementaire, l'absence d'un dialogue suffisamment étayé n'a pas permis, une nouvelle fois, d'élaborer et de construire ensemble de véritables politiques structurelles. En dépit des recommandations pressantes de la Cour des comptes, qui vous indiquait pourtant des gisements d'économies potentiels, surtout dans la gestion des hôpitaux, rien de structurant n'a été engagé dans ce PLFSS 2014. Et au fond, là aussi, vous nous servez le plat socialiste d'un livre de recettes bien éculé qui affectionne quelques boucs émissaires, tantôt les laboratoires, tantôt les radiologues, tantôt les pharmaciens, tantôt les biologistes. Et on vient de le prévoir, vous frappez encore les ménages et les petites entreprises, avec quelques protégés, l'hôpital par exemple. En réalité, le vrai travail n'a pas été engagé de ce point de vue-là, et nous ne sommes pas les seuls à dire ça. Un certain nombre de voix dans la majorité s'expriment de la même manière. On ferait mieux de travailler la carte hospitalière, l'offre de soins, Madame la Ministre, les déserts médicaux et la spécialisation des établissements. Cette réflexion d'ensemble n'existe pas. Elle existe peut-être, mais nous avons hâte de la voir. En tout cas, l'hôpital pèse extrêmement lourd dans les coûts de la sécurité sociale en France. Et on espère toujours réduire ces coûts en réduisant l'offre, alors qu'il faudrait faire l'inverse et assurer une offre de proximité suffisante. Tout reste à entreprendre de ce côté-là. Même réflexion, mes chers collègues, sur les expérimentations en termes d'organisation des soins, de télémédecine, de rémunération, de parcours de soins que l'on prolonge sans cesse ou qui sont appelés à fleurir ici ou là, sans que l'on dispose d'un paysage vraiment très clair, sans que l'on distingue un horizon, une direction. On ne conduit pas ainsi une politique de santé, Madame la Ministre. On reconduit et l'on s'enfonce dans un magma indistinct. Nous parlions tout à l'heure des boissons énergisantes, comme avaient été ciblées l'an dernier les bières. On voit bien là que vous raclez les fonds de tiroir, ce sont des recettes de poche, en vous efforçant de trouver le meilleur prétexte possible à chaque fois. Et ce qui apparaît sûrement dans ce PLFSS, c'est le manque d'une grande loi de santé publique qui permettrait de donner du sens à l'ensemble de ces mesurettes. Cela supposerait un beau dialogue en amont. Nous y sommes prêts, encore faut-il que vous nous en donniez l'occasion. Une fois encore, ce n'est pas le cas. Finalement, dans ce texte, mes chers collègues, on ménage d'un côté et on aménage de l'autre, mais on ne construit pas l'avenir en fin de compte. Et donc, mes chers collègues, pour l'ensemble de ces raisons évoquées, je vous demande, pour ceux de la majorité, d'adopter en conscience cette motion de rejet préalable. Je vous remercie. Merci, monsieur le député.